Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le calcul des intégrales doubles. Contrairement aux exemples 1 et 2 pour lesquels nous sommes restés avec les variables x et y, nous allons voir ici comment effectuer un changement de variable en coordonnées polaires à l'intérieur d'une intégrale double. Nous souhaitons dans cette vidéo calculer cette intégrale i qu'on a ici, dans laquelle le domaine D d'intégration est la zone grisée ici, qui correspond donc aux 3/4 d'un disque de rayon 3. Donc lorsque l'on veut faire ce calcul, on pourrait très bien essayer dans un premier temps d'appliquer les méthodes vues aux exemples 1 et 2, mais en fait, lorsque l'on regarde de près, pour gérer en fait ce 3/4 de disque, en fait, on se rend compte que les variables x et y ne sont pas super adaptées. Et on va voir justement qu'en basculant en coordonnées polaires, on s'en sort beaucoup mieux. Donc avant d'aller plus loin, faisons quelques rappels sur les coordonnées polaires. Donc lorsque l'on a un point M dans un repère orthonormé du plan, on peut exprimer l'endroit où il est en donnant soit les coordonnées cartésiennes x et y, c'est-à-dire l'abscisse x et l'ordonnée y, soit donner les coordonnées polaires r et θ correspondant à ce point-là. Donc les coordonnées polaires, elles sont définies précisément par r ici qui est en fait la distance de l'origine du repère au point considéré, et θ c'est l'angle qui est fait entre la demi-droite ici des abscisses positives et le rayon OM si on veut, si c'est O l'origine du repère. Bon, alors ici, dans le cadre des coordonnées polaires, donc on voit là qu'on a tendance à, lorsqu'on décrit le plan, lorsqu'on s'intéresse aux abscisses, ça fait un découpage ici du plan par des bon là ça fait même des carrés, mais ça pourrait faire des rectangles, alors que lorsqu'on bascule en coordonnées polaires, faut imaginer que le plan est découpé de façon différente, ici par des cercles qui sont tous centrés à l'origine du repère pour mieux apprécier la valeur de R, c'est-à-dire que plus on a un cercle de grands rayons, plus c'est-à-dire que le rayon R ici justement est grand, et les demi-droites ici que l'on a là qui se passent toutes par l'origine du repère permettent d'apprécier la valeur de l'angle θ. Bon, et compte tenu de tout ça, lorsque l'on considère les coordonnées polaires, il faut voir que R, il est tout le temps positif ou nul, c'est pour ça que je l'ai présenté comme étant la distance de l'origine au point, et θ, lui, il doit être dans un intervalle de longueur de pi. Et ici, on a fait le choix de l'intervalle moins pi, pi. Alors, faut bien faire attention, de façon générale, lorsqu'on travaille avec des coordonnées polaires, on peut très bien les définir avec un R qui n'est pas obligatoirement positif. R peut être défini en étant négatif. Sauf qu'ici, dans le cadre vraiment du changement de variable à l'intérieur d'une intégrale double, lorsqu'on va basculer d'une intégrale en xy à une intégrale en r et θ, pour que la formule que l'on va utiliser soit valide, il faut absolument avoir ces deux conditions-là, c'est-à-dire que r doit être positif ou nul, et θ doit être dans un intervalle de longueur de pi. Donc c'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai imposé ces conditions-là dans la façon de définir mes coordonnées polaires. Mais on doit être bien conscient que dans d'autres cadres, autres que le changement de variable dans une intégrale double, on peut très bien avoir des coordonnées polaires r et θ avec r qui, par exemple, est négatif. Bon, alors maintenant, on peut décrire un lien entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, et pour cela, il suffit de faire un petit peu de géométrie dans le triangle rectangle qui est ici. Donc dans ce triangle rectangle-là, on peut calculer le cosinus θ. Donc le cosinus θ, c'est côté adjacent divisé par hypoténuse. Donc ici, ça va nous donner x divisé par r, donc ce qui est écrit ici. Et en multipliant par r des deux côtés du signe égal, ça va nous donner x qui vaut r cos θ. Et de même, si on travaille toujours dans ce triangle rectangle-là, si on calcule le sinus θ, ça va faire côté opposé, donc qui est ici, sauf que la distance qu'on lit ici, c'est en fait celle qu'on lit là, donc c'est-à-dire y, divisé par l'hypoténuse, qui va encore donner r. Donc on a sinus θ
égale y divisé par r, et donc en multipliant là encore par r des deux côtés, on obtient y égale r sinus θ. Donc ces deux égalités sont vraiment essentielles par rapport à ce que l'on va faire après. Donc il faut bien les garder dans un coin de sa tête. Bon, alors maintenant si on revient au calcul de l'intégrale que l'on avait donné depuis le début de la vidéo, on va chercher maintenant en fait à exprimer cette intégrale qui était en x et y, on va essayer de la transformer en une intégrale en r et θ. Mais ça, on le fait pas comme ça au hasard ou au feeling. Il y a vraiment une règle à appliquer, et cette règle-là, c'est ce que l'on va expliquer maintenant. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans cette intégrale-là, il y a trois choses qui apparaissent. Il y a le domaine, la fonction et les différentiels. Et donc, lorsqu'on va transformer l'intégrale en utilisant les coordonnées polaires, eh bien, il va falloir modifier ces trois choses-là. Mais avant de montrer concrètement comment ça marche, il faut bien préciser une chose, c'est que dans cette écriture-là, quand on écrit 12x, y-1, dx, dy, il faut bien voir que entre la fonction et le dx, dy, on a ici un multiplié. Et ça, on va voir son rôle, et même le rôle important qu'il joue dans la suite. Alors, comme on l'a dit, il y a trois choses à modifier, le domaine, la fonction et les différentiels. Donc on commence par l'étape numéro 1 ici, qui est le changement de la fonction. Donc la fonction qui est 12x, y-1, donc quand on va vouloir la transformer, en fait il faut retenir une seule chose, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans les liens qu'il y a entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes, et en fait quand on a un x, quand on veut l'exprimer à l'aide des coordonnées polaires, ça vaut r cos θ, et y, lui, c'est r sinus θ. Donc quand on a une fonction comme ça dans notre intégrale double, eh bien on va la transformer en utilisant ces deux règles-là. Donc ici, il faut bien voir qu'on a 12 fois x fois y-1, et en gros, dans la fonction, dès qu'on croise la variable x, on va la remplacer par r cos θ, et dès qu'on croise y, on va le remplacer par r sinus θ. Et donc ça nous donne ici 12 multiplié par r cos θ, multiplié par entre parenthèses, r sinus θ moins 1. Et voilà, pour ce qui est de l'étape 1, on a modifié la fonction dans l'intégrale. Alors maintenant, si on regarde l'étape 2, qui concerne le changement des différentiels, donc là, ici, on a affaire à dx, dy, et on va chercher à le transformer, et bien ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on travaille avec les coordonnées polaires, dx, dy devient automatiquement r, dr, dθ. Alors si on regarde d'un peu près, ou d'un peu plus près, pourquoi on a cette transformation-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque dans l'intégrale double en x et y, on a dx, dy, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on traduit qu'on a un point M de coordonnées x et y qui se balade, si on veut, dans le domaine d'intégration, eh bien si l'on transforme un petit peu et qu'on modifie x en un petit dx et qu'on modifie y en un petit dy, eh bien, en gros, on va obtenir un nouveau point que j'ai appelé ici M', qui va être de coordonnées x plus dx et y plus dy. Et donc, quand on bascule de M vers M', on a déplacé ici un élément de surface, et la surface de cet élément-là, qu'on peut appeler ds, en fait, c'est dx fois dy, puisqu'ici, on a un rectangle, avec un des côtés qui est dx, l'autre côté qui est dy, donc l'aire du rectangle c'est dx fois dy. En revanche, si on pense au même domaine, mais en pensant coordonnées polaires, lorsqu'on a un point M avec ses coordonnées polaires r, θ, si r varie d'un petit dr et si θ varie d'un petit dθ, eh bien ici on va basculer du point M de coordonnées r, θ à un point M' de coordonnées polaires r plus dr et θ plus dθ. Et bien dans ce cas-là, l'élément de surface qui a été déplacé ici pour basculer de M vers M', ben cet élément de surface, alors c'est pas tout à fait un rectangle, mais comme dr et dθ sont des valeurs très petites, on peut assimiler ce domaine-là à un rectangle, et la surface de ce rectangle-là, ça va être égal en fait à dr fois r dθ. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'ici, le côté qui est mauve là est de longueur dr, donc ça, pas de problème.
Et le côté ici qui est vert, là, donc c'est un morceau de cercle, mais qui est valable sur un angle ici de dθ, et le point mauve ici, il a la longueur r de l'origine. Donc lorsqu'on calcule la longueur de cet arc de cercle-là, c'est le rayon multiplié par l'angle correspondant, c'est-à-dire r multiplié par dθ. Donc la longueur en fait ici de l'arc vert, c'est r dθ, et donc comme je disais, si on assimile ça, parce que dθ et dr sont petits, on assimile ça à un rectangle, eh bien la surface de l'élément de surface ici, c'est bien dr fois la longueur verte qui est r dθ. Et donc forcément, ça nous fait r dr dθ. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on fait le changement de variable dans l'intégrale double, eh bien le dx dy devient r dr dθ. Donc maintenant, on termine avec l'étape 3, et donc l'étape 3, c'est la transformation du domaine d'intégration qui est ici D. Donc lorsqu'on décrit ici le domaine D, a priori on va le décrire en disant que c'est l'ensemble des couples xy dans R carré qui vérifient certaines conditions. Donc ici, toujours pareil, lorsqu'on dit dans R carré, ça veut juste dire que x est dans R et y est dans R. Et donc les conditions que l'on va mettre là, c'est les conditions qui vont faire que on traduit plutôt le fait que le point M ici de coordonnées xy appartient au domaine D. Et donc les conditions qui apparaissent là, c'est celles qui expriment le fait que M reste dans le domaine grisé. Et c'est ça qui permet, ou qui a permis par exemple à l'exemple 1 ou l'exemple 2, de trouver les bornes des intégrales simples dans le calcul de l'intégrale double. Donc lorsqu'on bascule en coordonnées polaires, le domaine D va devenir un certain domaine qu'on va appeler delta, mais au lieu de voir les points M du domaine avec des coordonnées cartésiennes x et y, eh bien il faut voir comme des points M de coordonnées polaires r et θ. Et donc le domaine delta, ça va être l'ensemble des couples rθ dans R carré avec certaines conditions de vérifier. Et les conditions qu'on va écrire ici, c'est les conditions qui traduisent le fait que le point M reste dans le domaine grisé. Donc ici, lorsqu'on cherche par exemple à trouver θ, quelles sont les conditions vérifiées par θ pour que le point M reste dans le domaine grisé? Eh bien, au pire, si on peut dire θ est ici égal à moins pi sur 2, et après, ça peut donc prendre des valeurs supérieures pour aller au maximum jusqu'à cette situation-là, où θ vaut pi. Donc ça veut dire en fait que θ, il est coincé entre moins pi sur 2 et pi. Et pour n'importe quel θ compris entre moins pi sur 2 et pi, eh bien on va avoir un R, lui, qui va être, donc pour un θ quelconque ici, le R, pour les points là, on a tous les points en fait qui sont sur le segment mauve ici, et ça va continuer jusqu'à arriver au bord du cercle. Donc, au minimum pour R, on va avoir R qui vaut 0, parce que le point M va être là à l'origine, et au maximum, on va être à R qui vaut 3, c'est-à-dire le rayon ici du disque, quand M est au bord, en fait, et sur le cercle, en fait, de rayon 3. Et donc ça veut dire qu'on va avoir, pour θ, il sera toujours entre moins pi sur 2 et pi, et pour R, il sera toujours entre 0 et 3. Il faut bien faire attention, même si le point M, par exemple, est ici, il faut pas essayer d'attraper, si on peut dire, les points qui sont diamétralement opposés à M, donc qui sont de ce côté-ci, en se disant qu'on va prendre R négatif, puisque comme je l'ai évoqué précédemment, il faut absolument, dans ce changement de variable en coordonnées polaires, il faut absolument considérer R positif. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va regrouper ce que l'on a raconté aux 3 étapes précédentes. Donc notre intégrale qui était écrite comme ça, on va la transformer pour basculer en coordonnées polaires. Donc la première chose à dire, c'est qu'on va avoir l'intégrale double, non plus sur D, mais sur delta, avec le delta qu'on a trouvé à l'étape 3. La fonction, ça va devenir ce qu'on a trouvé à l'étape 1, c'est-à-dire 12r cos θ fois r sinus θ moins 1. Et enfin, le dx dy, comme expliqué à l'étape 2, qui devient r dr dθ. Et donc maintenant, l'intégrale que l'on doit calculer, c'est cette intégrale-ci. Alors tout à l'heure, j'avais évoqué le rôle important du multiplié qui est là, et donc ce rôle est tellement important, enfin il est vraiment important parce que il faut voir que toute la fonction qui est écrite ici en mauve,
il va falloir la multiplier par aussi le nombre r qu'on a, qui est apparu dans le r des r des θ. Et donc, en quelque sorte, la nouvelle fonction qu'on doit intégrer par rapport aux variables r et θ, c'est pas la fonction écrite en rose là, mais c'est vraiment la fonction écrite en rose multipliée par r. Et donc c'est pour ça que l'intégrale qui est à calculer, c'est 12r cos θ fois tout ça fois r, donc du coup ça nous fait le r fois r enfin les deux r qui sont là, ça va nous donner r au carré, et donc la fonction qu'on doit intégrer maintenant, c'est 12r carré cos θ fois, entre parenthèses, r sinus θ moins 1. Et donc maintenant, sur une intégrale comme celle-là, eh bien, on a une intégrale double en deux variables, et il va falloir appliquer exactement le même principe qui a été vu à l'exemple 1 ou à l'exemple 2. Donc ce principe-là, c'est juste de dire que notre intégrale double, on va dire que c'est l'intégrale simple d'une intégrale simple. Ensuite, on va faire le choix des variables par rapport auxquelles on va intégrer. Donc ici, on va faire le choix pour l'intégrale de l'extérieur, on va l'intégrer par rapport à θ, et donc forcément, à l'intérieur, on va l'intégrer par rapport à r. Une fois qu'on a fait ça, il faut déterminer plutôt les bornes de l'intégrale extérieure. Donc ici, comme elle est en θ, faut voir θ varie de combien à combien. Mais ça, on l'a fait le travail, on a vu que θ variait de moins pi sur 2 à pi. Donc ça veut dire qu'ici, les bornes sont moins pi sur 2 et pi. Et enfin, dernière partie, là, lorsqu'on découpe notre intégrale double en l'intégrale simple d'une intégrale simple, il faut trouver les bornes ici de l'intégrale à l'intérieur, et l'intégrale à l'intérieur, ici, elle est par rapport à la variable r. Donc il faut trouver r varie de combien à combien, en tenant compte que ça doit être valable pour n'importe quel θ compris entre moins pi sur 2 et pi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure quand on a déterminé delta, pour n'importe quel θ coincé entre moins pi sur 2 et pi, on a vu que r est forcément entre 0 et 3. Donc ici, les bornes, c'est 0 et 3. Et donc maintenant, on a découpé notre intégrale double, donc on a deux intégrales simples à calculer, et ça, on va dire que le plus dur a été fait. C'est-à-dire en appliquant, si on veut, la formule qui transforme l'intégrale double en x et y en l'intégrale double en r et θ, qu'on a obtenu ici, et maintenant qu'on a fait le découpage en intégrale simple d'une intégrale simple, on va dire qu'il ne reste plus qu'à faire le calcul de nos deux intégrales simples. Donc concrètement, on a ce calcul-là à faire. Donc comme l'intégrale simple ici, elle est en r, on peut constater que le cos θ ici, il est en produit dans notre fonction là, et donc par linéarité, on va pouvoir sortir le cos θ de notre intégrale qui est à l'intérieur ici. Donc ça va nous donner cos θ fois l'intégrale qu'on avait. Et on pourrait aussi faire de même avec le 12 ici, qui est aussi en produit, donc une constante en produit, mais on va voir que dans le calcul de cette intégrale-ci, là, le 12 va être plutôt utile pour simplifier l'écriture des primitives. Donc c'est pour ça qu'on le conserve dans ce calcul-là. Donc maintenant, concrètement, pour l'intégrale ici qui est dans la parenthèse, pour faire le calcul, on va développer la fonction qui est à l'intérieur, donc ça nous donne ça, et maintenant il nous faut une primitive de cette fonction par rapport à la variable r, en pensant θ est une constante vis-à-vis de r. Donc lorsque l'on fait ça, on se constate ici qu'on a 12 fois sinus θ qui est en fait une constante, multipliée par r au cube. Donc quand on va prendre une primitive de cette fonction, ça va faire la constante 12 sinus θ, multipliée par une primitive de r au cube, qui est r puissance 4 sur 4. Et ensuite, moins une primitive de 12r au carré, qui fait moins 12 fois r puissance 3 sur 3. Donc là, on voit pourquoi on a conservé le 12, puisque 12 divisé par 4, ça fait 3. Ici, 12 divisé par 3, ça fait 4. Et donc on peut simplifier l'écriture de notre primitive comme ça. Donc il nous reste ce crochet-là à calculer, donc ça nous fait toute l'expression ici évaluée en r égale 3, moins toute l'expression évaluée en r égale 0. Donc ça nous donne ce calcul-là précisément, et quand on termine le calcul, ou qu'on fait vraiment le produit, ici 3 fois 3 puissance 4, on trouve 243, et 4 fois 3 au cube, on trouve 108. Donc en fait, l'intégrale ici, qui était à l'intérieur
de notre intégrale double, on sait que ça fait ce résultat-là en fonction de θ. Donc on va pouvoir le remplacer ici, on va multiplier tout ça par cos θ, et ça nous fait une dernière intégrale à calculer. Donc concrètement, ça nous fait cette intégrale-là à calculer. Donc on peut par exemple développer ce qui est ici dans la fonction, ça nous donne cette expression-là. Donc là on a une constante fois une fonction en θ, moins une constante fois une fonction en θ. On peut donc appliquer toujours la propriété de linéarité de l'intégrale, et ça nous donne ce résultat-là. Donc pour intégrer cos θ, on va pas avoir trop de mal à trouver une primitive, et pour cos θ sinus θ, on peut par exemple voir que si sinus θ c'est la fonction u de θ, eh bien cos θ, en fait c'est la dérivée de sinus θ, donc en fait ce sera u' de θ. Et on sait, d'après le formulaire d'intégration, que lorsqu'on a intégré u' fois u, on sait que ça s'intègre en u au carré sur 2. Donc là on va y arriver. Alors, avant d'aller plus loin, je précise quand même qu'on aurait aussi pu appliquer un résultat de ce genre-là en disant, en l'appliquant directement dès le début. C'est-à-dire que si on avait appelé 243 sinus θ moins 108, donc tout ce qu'il y a dans les parenthèses là, on l'avait appelé u de θ, on aurait pu faire apparaître u' de θ juste avant, quitte à modifier un petit peu cos θ on va dire en bricolant sur la constante de 143, on aurait pu y arriver. Bon, ici, on a fait un autre choix, on a décidé de développer, on va aussi y arriver, donc on va continuer sur ce chemin-là, et donc en continuant comme ça, on va avoir 243 fois, donc on a dit le u au carré sur 2, mais comme u de θ c'était sinus θ, ça fait sinus θ au carré sur 2, donc à prendre entre moins pi sur 2 et pi, moins 108 fois primitive de cos θ, qui est sinus θ, mais à prendre aussi entre moins pi sur 2 et pi. Donc on évalue les deux crochets. Alors il faut bien faire attention au signe moins, tenir compte du fait que sinus pi, que ce soit ici ou là, sinus pi ça fait 0, et on doit aussi évaluer sinus moins pi sur 2, que ce soit donc ici ou là. Mais sinus du nombre moins pi sur 2 ça fait moins 1, donc ce qui explique ce qui est écrit ici. On fait les calculs, on simplifie un peu, et on se rend compte qu'on obtient moins 243 sur 2, moins 108, et donc finalement, on met tout au même dénominateur, et on trouve moins 459 sur 2. Donc là, on voit qu'on a réussi à faire le calcul de l'intégrale qui était donnée dès le début, et on constate que le fait de basculer en coordonnées polaires, ça nous a nettement simplifié la tâche lorsqu'on a dû trouver les bornes des intégrales simples. Et c'est en ça que le fait que le domaine était une portion de disque, puisque c'était un 3/4 d'un disque, on voit que pourquoi les coordonnées polaires ont été efficaces pour gérer ce genre de domaine. Donc maintenant, pour terminer, on va, à titre de conclusion, donner quelques infos qu'il faut absolument retenir lorsque l'on veut basculer en coordonnées polaires dans une intégrale double. Donc la première chose à retenir, c'est lié à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que lorsqu'on doit faire une intégrale double sur un domaine qui est une portion de disque, eh bien il est bon de penser à appliquer cette formule-là et de basculer justement en coordonnées polaires. Donc la plupart du temps même, c'est encore mieux si le disque ou la portion de disque concerne des disques qui sont centrés en l'origine du repère. Parce que là, les bornes pour R et θ vont être encore plus sympathiques. Donc ça, c'est une première chose à retenir. Ensuite, lorsque l'on rédige ce genre de calcul, il faut faire absolument attention à ne pas mélanger dans une même intégrale double des expressions en x, y, r et θ. Donc il faut vraiment faire attention. Soit on fait une intégrale double avec que du x et du y partout, donc au niveau du domaine, de la fonction et des différentiels. Et si on commence à mettre un peu de r ou un peu de θ, c'est pas un petit peu qu'il faut mettre, c'est complètement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que dans votre intégrale double, il y ait un domaine qui concerne r et θ, une fonction avec du r et de θ, et les différentiels avec r et θ. Mais il faut surtout pas faire un méli-mélo. Ensuite, retenir que dans ces
calcul-là, mais c'est pour ça qu'on a mis différentes couleurs dans chaque calcul d'intégrale double ici, il faut bien retenir qu'il y a 3 choses à changer, le domaine, la fonction et les différentiels. Et enfin, une erreur fréquente commise par nombre d'étudiants, il faut toujours bien penser, lorsqu'on modifie dx, dy, eh ben, il faut toujours mettre le r, dr, dθ, et il faut pas oublier le r qui est juste devant, là. Et de bien retenir l'idée que, pour ça que j'avais mis un point là pour représenter une multiplication, mais il faut pas oublier ce point-là en pensant que c'est une multiplication, et donc quand on rajoute le r ici devant le dr, dθ, eh ben c'est tout ce qui est devant, donc comme ici là en rose là, eh ben c'est tout ce qui est en rose là qui est multiplié par r. Et ça, il faut bien faire attention parce qu'il y a sur certains calculs, ça peut être piégeux et il faut bien faire attention à ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.